Rencontre d'État, tribune des décideurs. La grandeur est en grande partie la résultante des convictions intérieures. Bienvenue dans votre émission Rencontre d'État, une émission qui analyse et décrypte quelques actualités régissant la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous présenter du nouveau cette grande émission Rencontre d'État. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité aussi spécial en République démocratique du Congo. Il s'agit de Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la centrale électorale, donc de la CENI. C'est avec lui que nous allons essayer de parler sur la CENI, sur la Commission électorale nationale indépendante. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le rapporteur Kalamba. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir dans cette émission, en tout cas pour la première fois. Nous étions déjà dans les oubliettes, je ne sais pas d'où vous venez exhumer les cadavres enterrés. Oh, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de la CENI, cette centrale électorale. On parle de la CENI. Je veux d'abord savoir comment se porte la centrale électorale dont vous êtes membre actif. Elle se porte de la manière qu'elle s'est toujours portée dans notre environnement congolais. À chaque cycle d'élection, la CENI est d'abord jetée dans les oubliettes, un paiement des salaires, non-paiement des frais de fonctionnement, comme si après les élections il n'y a plus CENI, on l'exime quand on veut et on continue. C'est à ce rythme-là que nous nous trouvons à ce stade. Donc la CENI est dans les oubliettes. Pourquoi cela? Mais ça arrive dans nos habitudes, non? Quand la maman prépare à manger et met à table ou par terre, les gens mangent, se souviendront pour peut-être lui dire merci à la fin du repas. On a terminé les élections. C'est arrivé en 2006, c'est arrivé en 2011, c'est arrivé aussi actuellement en 2018. Après les élections, la CENI n'est plus la même CENI que tu connais. Certainement, le moment viendra pour qu'on se rappelle et on viendra régulariser les choses. Il n'y a pas de quoi considérer que nous allons inventer la roue. Alors, le bureau Nanga, démissionnaire, sortant ou chez quoi, éternel? Non, il y a un problème de texte dans notre pays. C'est une maladie qu'on doit chercher à guérir. Mais qui est le médecin? Je ne sais pas. L'article 70 de la Constitution dit quoi du président de la République? Qu'à la fin de son mandat de 5 ans, il reste en place jusqu'à l'installation d'un nouveau président. L'article 103, comme l'article 105, dit la même chose pour les députés et les sénateurs. De la même façon, l'article 211 de la Constitution dit qu'on va créer en République démocratique du Congo une institution d'appui à la démocratie appelée CENI. Et que la loi organique va définir les choses. Et cette loi organique, à son article 13, dit que la CENI reste en place au terme des mandats de 6 ans non renouvelables, reste en place jusqu'à l'installation. Donc, j'ai fait le parallélisme des formes. Article 70, ça signifie que le président, là, jusque le matin du 24, avant de faire passer le pouvoir de Joseph Kabila à Félix Tshisekedi, il peut signer une ordonnance. Il est en fonction. C'est à ce titre-là que nous sommes là, en attendant qu'on désigne les remplaçants. Notre mandat, l'effectivité du pouvoir, cesse quand nous faisons remise et reprise avec les nouveaux venus. C'est à ce stade-là où nous trouvons. Et le pouvoir de désigner nos remplaçants est défini dans la même loi. Ce sont les composantes qui désignent leurs candidats et le bureau de l'Assemblée nationale fait l'arbitrage et à la fin désigne ceux qui sont investis par l'ordonnance du président. Après, ils viennent chez nous, on fait remise et reprise, ils tiennent la réunion inaugurale et démarrent leur travail. Alors, à ce moment-là, il faut aller poser la question à l'autorité dont émane l'institution, c'est l'Assemblée nationale. Pourquoi nous sommes encore là? Et c'est ainsi que nous sommes là, on attend. Vous avez vu que les églises à 8 n'ont pas pu désigner convenablement dans la paix un candidat président. Il y a eu même mort d'homme.
nous supposons que cette fois-ci sera la bonne pour qu'on nous remplace. Mais qu'en est-il pour Ronsard Malonda? Il a été choisi. Ce n'est pas à moi cette question-là. Il faut aller poser la question à l'Assemblée nationale qui a même entériné Malonda comme président de la CENI. Ce n'est pas à moi. Mais justement, vous êtes également censé, puisque ça vous concerne de la CENI. Non, ça vous épargnez-moi de ce genre de débat. Oui. Je vous dis que la désignation des membres de la CENI dépend de l'Assemblée nationale à travers son bureau qui est chargé à l'article 45 de l'arbitrage. Un point, un trait. Les confessions religieuses qui ont désigné Malonda se sont bâties. Ils ont parlé comme si le Saint-Esprit n'existe pas dans nos églises. Fermons la parenthèse, continuons. Ah, donc au moins les observations que vous avez faites à leur égard, c'était un peu néfaste, puisque apparemment vous étiez déçus aussi de leur comportement, confession religieuse. Moi, je suppose que quand on parle religion, quand on parle l'église, on parle d'un homme ordinaire. Dans nos quartiers, il y a des hommes ordinaires. De ces hommes ordinaires, il y a des gens qui s'élèvent, qu'on respecte, pour qui, quand il est mort, le quartier est en silence. Et de là, on pense qu'on passe à l'église, on est chrétien. Et quand on devient pasteur, on devrait être parfait. Mais l'image qu'ils ont donnée là, moi, je n'ai pas beaucoup l'assistance du Saint-Esprit, je ne sais pas juger, mais laissons le monde de regarder comment ça se passe. En 2018, tout le monde a décrié sur les résultats des élections dans son ensemble. On parle présidentiel, on parle des... Je vous coupe, tout le monde, ceux qui nous étions avec vous le matin de ce soir-là, vous nous avez félicité, nous sommes sortis. Mais justement, sans coup de canon. Laissez-moi quand même poser ma question. Tout le monde a décrié sur les résultats des élections. Tout le monde, c'est-à-dire ensemble. C'est-à-dire, les gens ont décrié sur les qui résultats. Avaient échoué. Donc, vous, j'aimerais vraiment, c'est une occasion pour nous de vous poser cette question consciemment. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ces élections-là? Toujours, je vous dis que la grande maladie du Congo, c'est l'ignorance de leurs propres textes. J'entends même les gens dire, non, la CENI n'a pas publié les résultats bureau par bureau. Mais faisons toujours les parallélismes des formes. En 2006, c'est toute la communauté internationale qui avait même pris en charge les élections, presque à 80%. Et avec les techniciens. Mais les résultats ont été publiés dans un char de combat. Et il y a eu la guerre sur cette ville. En 2011, on change la donne, c'est 20% ou 30% chez la communauté internationale et 80% au Congo. Les résultats, c'est une bande défilante. Mais en 2018, nous avons publié les résultats devant vous de la presse. La nuit, sans une sécurité particulière, nous nous sommes dit au revoir. Il n'y a pas eu un coup de feu tiré sur cette ville où nous étions. On ne peut pas spéculer sur ce qui s'est passé ailleurs. Et les gens confondent. La CENI est constituée, de la CENI avec sa plénière, son bureau et le personnel permanent qui peuvent être chiffrés à 1400 ou 1500. En dehors de ça, pour faire les élections, on ajoute plus ou moins 611 000 personnes qui sont vous, qui sont vos frères et sœurs, qui sont des militants, qui sont ceci pour travailler. Parce qu'on ouvre plus ou moins 78 000 à 80 000 bureaux de vote. Mais la loi congolaise dit ceci, que les gens là, ce ne sont pas les membres de la plénière. Ce sont les enseignants du lieu. Ce sont vos frères et sœurs, religieux, tout le monde est là. Ils travaillent dans un bureau au nombre de 6. On dit qu'à la fin, quand il n'y a plus quelqu'un en ligne, le président sort. Il récupère 5 personnes qui savent lire et écrire. Ils se joignent aux témoins et aux membres du bureau. Ils procèdent au dépouillement. Et ce sont eux qui affichent les résultats de ces bureaux-là. C'est ça la manière que la loi a prévu. Ce n'est pas le bureau Nanga à Kinshasa qui va se mettre à publier les résultats bureau par bureau. C'est ça que tu confonds à dire tout le monde a décrié. Qui a décrié? Ceux qui sont là-bas toujours. Les députés s'appellent légitimes. Le président est légitime. Vous croyez que leurs familles ont contesté les résultats? C'est ça la confusion et l'ignorance des textes. Alors, nous disons, la loi prévoit que ce sont ces 80 000 bureaux de vote. Chaque bureau affiche les résultats de ces bureaux-là. Il y en a même par ignorance qui demandent que ce soit le centre de vote, c'est-à-dire l'école.
Mais celui-là, il va le faire en fonction de quelle loi. Mais et il a quel mécanisme pour réunir les résultats des bureaux? Parce que chaque bureau affiche devant son bureau, après signature des témoins. Est-ce qu'il y a eu un bureau parmi 80 000 qui n'a pas affiché les résultats? Auquel cas on aurait tué ces gens-là? Nous n'avons pas enregistré. Un bureau qui n'a pas ouvert, un bureau qui n'a pas clôturé normalement et qui a affiché les résultats. C'est ce qui a été dit. Mais dès lors que vous demandez ce que la loi ne nous a pas demandé, nous, au niveau de la plénière, de faire, à ce moment-là, vous dites autre chose. Deuxième chose, par ignorance toujours de la loi, on dit que la circonscription électorale du président de la République, c'est la République. Auquel cas, c'est la plénière qui agrège les résultats et les rend publics. Ce qui a été fait, laissons la distraction. Le problème que nous avons est que quand vous avez 16 700 candidats pour 500 postes, dites-vous que dès le départ, si les gens étaient sages, ils allaient se dire que 16 200 vont échouer. Mais les 16 200 qui ont vendu leur maison vont rentrer dire à leurs femmes, à leurs familles, à leurs combattants, à leurs gardes-corps, oh non, nous avons échoué. Non, ils vont trouver un bouc émissaire. Comme toi et moi, quand un véhicule acheté tombe en panne, des fois, le même jour, on commence à penser à la tente ou à quelque chose. Donc, nous sommes éduqués pour chercher les boucs émissaires. Au regard de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, je voulais vraiment savoir, est-ce que avez-vous aussi des pressions internationales à la CENI? Parce qu'on parle de la communauté internationale qui a également la main sur la CENI, on parle de la communauté même nationale qui a la main de la CENI. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement, est-ce qu'il n'y a pas de pression venant de par-ci par-là sur la CENI? Toute activité a sa nature de pression. Toi et moi, nous nous sommes fait des pressions. Pour que je vienne ici, tu m'as fait la pression. Plus de 7 ou 8 fois de contact. Et moi, ce matin, je te faisais la pression sur le respect de l'heure. Chez toi, à la maison, en sortant, ta femme t'a fait la pression. Considérons que, et surtout là où on partage les pouvoirs, là où la communauté internationale attend venir signer le contrat des mines, de coltan, de l'uranium, de ceci. Vous croyez qu'ils n'ont pas la pression. Mais du moins, notre CENI s'est distingué par le fait d'accompagner le gouvernement pour refuser l'apport de la communauté internationale. Il y a eu même des marches. Oh, pourquoi on refuse? On va vers la dignité, les gens contestent. On veut être toujours... Vous voulez craindre la pression pendant qu'ils vous amènent leur argent. C'est sous condition. Mais cette fois-ci, on a dit, on ne prend pas leur argent parce qu'ils nous ont promis sans donner. Ils risquent de nous mettre en difficulté pour tourner. Même aux élections en 2011 aussi, ils ont promis. Non, en 2011, ils avaient quand même donné. En 2018, ils ont donné d'une autre manière, mais à échelon inférieur, en accompagnant, par exemple, pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ils étaient là, la MONUSCO, PNID. Mais les grands projets de 123 millions qui étaient signés n'ont jamais été financés. Il y avait Canada et Belgique qui avaient donné une affaire de 5 millions sous condition. Nous n'avons pas pris ça. Alors nous avons redit, toujours comme il parle de gouvernance, est-ce que c'est la CENI qui fait la gouvernance? Est-ce que la démocratie? Oh non, les droits de l'homme. Ce sont des astuces pour vous faire retarder quand vous êtes distrait. Fermons cette parenthèse. Là, le Congo, pour une fois, avait assumé sa responsabilité en finançant totalement les élections suite à la bonne stratégie de la CENI qui avait bien planifié une cartographie qui permettait d'aller même à pied là où il conditionnait les avions. C'est ça que vous devez retenir. La pression ne peut pas manquer parce qu'elle est même morale. Même nous-mêmes, quand nous organisons les élections, nous avions eu une pression. Notre fichier, à partir du 31 décembre 2018, il devenait un pas de déphasage parce qu'on commençait à compter les nouveaux majeurs. C'est une pression que nous-mêmes nous mettions, que vous ne saviez pas, pendant que vous croyiez que nous voulons glisser, alors que nous savions que les fichiers constitués allaient connaître des problèmes au-delà de cette date. Donc, la pression est inhérente à une activité, et surtout une activité qui donne des pouvoirs aux gens et qui donne les moyens économiques qui manquent dans le pays. Il faut s'attendre à ça. Et nous avons fait face. Dieu merci, le Congo est resté debout.
puisque la République démocratique du Congo seule avait financé ces élections, je profite de votre présence pour un peu avoir des éclaircissements quant à ce, puisqu'il faut parler des financements des élections par le gouvernement de la République. C'était combien le coût des élections en général? Mais ça, on en a parlé. On vous a dit que les élections chez nous coûtent d'abord cher par le fait que nous n'avons pas l'état civil qui se trouve dans chaque commune ici ou dans chaque secteur, dans chaque territoire. Nous, le nôtre est faible. Parce que c'est là où on devrait aller prendre. Pour ne fût-ce que cette activité, nous perdons plus ou moins 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Pour l'identification et l'enrôlement. Dans un pays où les infrastructures posent des problèmes, il faut aller remettre la carte d'électeur à un majeur à cause de la faiblesse de l'état civil. Maintenant, nous passons aux élections elles-mêmes. Quand nous passons aux élections, ça approche, considérons, 800 millions de dollars. Donc, ça fait que toutes les activités, partant de ce que nous avions fait comme cartographie, pour aller identifier les groupements qui nous permettent de faire les élections au niveau local, donc nous arrivons à peu près à 1 milliard 200 millions. Prenons ça comme des grands chiffres. Et dès qu'on aura levé les problèmes de l'état civil, dès qu'on aura fait les recensements, prochainement, ça va diminuer sensiblement et on va améliorer, surtout avec la bonne technologie que nous vous avons amenée à dite machine à voter. On pouvait même organiser les 4 élections. C'était présidentielle, on allait mettre député national, député provincial, dans nos villages. Là-bas, on n'élise pas les conseillers des communes. On allait ajouter 4e élection pour élire les conseillers des secteurs et chefferies. Et en ville où on ne vote pas pour les conseillers des secteurs, il n'y a pas de secteur en ville, on allait ajouter 4e élection. Mais parce que nous sommes dans un pays de fétichisme de diplômes, tout le monde se dit connaisseur, tout le monde est expert, on a dit non, faites seulement les 3, on verra les autres. Et si on allait dire nous ajoutons 4e, on allait dire non, c'est une stratégie pour glisser. Bon, on est là, on a fait les 3. Cette technologie va maintenant réduire les coûts parce qu'on n'achètera pas totalement les machines. On pourra commander ce qui ne fonctionne pas pour compléter. Vous verrez que ça va baisser avec la volonté, mais je ne suis pas de celui qui va organiser les élections en 2023. Mais les élections du gouverneur, on en parle également aux provinces problèmes. Qu'en est-il déjà? Puisque vous avez parlé des 3 élections, il vous reste une ou d'autres élections. Mais les gouverneurs ont été élus, on a dit qu'il y avait corruption. Ils sont là, maintenant on est en train de les démettre à tour de main, ainsi de suite. Mais ça, il faut lire les textes. Les grands problèmes et de la presse, et des Congolais, et des savants congolais, professeurs, tout. On ne lit pas les textes. L'article 160 de la loi électorale qui organise les élections dit que quand un gouverneur est indisponible, il est empêché, il est mis en accusation, il a connu les cas de motion de censure ou quoi, le gouvernement provincial tombe. Dans 48 heures, je crois, il présente sa démission chez le président. Les vice-gouverneurs et les ministres provinciaux, le gouvernement expédie les affaires courantes. Mais le ministre qui a l'intérieur doit saisir la CENI, non pas de la province, nationale, okay, doit saisir la CENI pour que la CENI, dans 30 jours, organise les élections. Au moment où je vous parle, nous n'avons jamais vu la lettre. Dieu merci au Conseil des ministres de la semaine passée, le président de la République lui-même a posé le problème, a instruit le ministre de l'Intérieur pour nous saisir. Peut-être en allant à mon bureau, je trouverai la lettre. Mais sinon, nous, on se prépare, on a un peu. Et sachez qu'au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas payé les frais de location de la bande passante. C'est celle-là qui nous permet d'être en contact avec. Pourquoi vous n'avez pas payé? On n'a pas donné la dotation, n'entrons pas là-dedans. J'ai commencé à vous dire comment ça fonctionne chez nous jusqu'au 3e cycle. Mais je suis sur la loi. Donc, les élections des gouverneurs qui ne sont pas organisées, ce n'est pas le problème de la CENI. C'est d'abord le problème du gouvernement à travers les ministres qui a à l'intérieur, qui devraient saisir. C'est là, c'est conformément. Moi, je ne vous parle pas des choses en l'air. L'article 160, son 4e paragraphe, dit que le ministre là saisit la CENI et c'est à partir de la saisie que la CENI, dans 30 jours, doit procéder à l'organisation des élections. Organiser les élections, ce n'est pas chose facile. C'est publier un calendrier,
fixer la date d'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures au niveau du secrétariat exécutif provincial de chaque province concernée. Et c'est l'enregistrement, l'analyse, la déclaration de ceux qui sont en ordre et ceux qui ne le sont pas, les contentieux, la publication des listes définitives et la fixation du jour des élections qui se passent dans chaque province et la publication des résultats après agrégation. Voilà comment ça se fait, mais si vous ne lisez pas la loi, si tout le monde confond, nous attendons. Je vous ai dit que le président nous a au moins aidé en instruisant les ministres de l'Intérieur. Alors, puisqu'on parle, vous avez évoqué du mot recensement, ça a causé beaucoup de réactions dans la classe politique congolaise. Bon, je profite de votre présence toujours. Pensez-vous que les élections, l'organisation des élections en 2023 est conditionnée préalablement au recensement du peuple congolais? Il y a un peu beaucoup de confusion dans notre pays. Je vous ai dit que les élections nous coûtent cher parce qu'on perd chaque cycle 400 millions de dollars pour ne fût-ce qu'enrôler, enregistrer les majeurs qui ont 18 ans. On laisse les autres. Tout le monde est unanime que le recensement est indispensable pour qu'un Congolais ait une pièce d'identité. La carte d'électeur ne devrait pas être considérée comme une pièce d'identité, mais c'est celle-là qui est venue, que nous donnons à travers permis de conduire, carte d'élève. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conforme à la loi sur l'identifié, sur la nationalité? Maintenant, cette opération-là doit se faire, on est d'accord. Mais le malheur de ces pays est que on va prendre les problèmes de recensement, on les lie aux problèmes des élections à venir. Et là, on fait les calculs rapides, des raccourcis. On dit, non, si on fait les recensements, et comme on connaît que ça fait prendre 2-3 ans, et on doit, est-ce qu'on va faire les élections en 2020? On va tirer les jeunes gens, on amène comme chair à canon. Parce que vous ne verrez jamais de mobilisation à Ipen ici, ou à Pigeon, ou à Gombe. C'est toujours votre Sainte Thérèse et Tchango. Parce que vous prenez le véhicule, vous allez là-bas pour les mobiliser. Donc, le recensement est indispensable, doit se faire. On doit les délier des élections pour le faire. Parce que c'est depuis 2015. Quand nous sommes arrivés en 2014, nous avons dit qu'il y a nécessité de faire le recensement. On a attendu. En janvier 2015, il y a eu Bordeaux. On aurait fait ça en 2015, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc, c'est ces raccourcis de rattacher le recensement des élections qui posent problème. Tout le monde est unanime, on sait qu'il faut faire le recensement. Tout le monde est unanime qu'il faut faire les élections. Mais dès que vous voulez les lier et que vous commencez à calculer le nombre de jours, à ce moment-là, ça devient l'équation de la poule. Combien de temps, justement, que ce recensement doit... La technologie a évolué. Je ne vais pas me mettre... Il y a toute une institution. Il faut savoir qu'il y a 3 types de recensement dans notre pays. Il y a le recensement scientifique, où on vient vous demander si vous avez de l'eau chez vous, est-ce qu'il y a des toilettes, est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire. C'est l'ensemble des éléments qui permettent même aux investisseurs, même au pays, d'étudier comment planifier les choses. Et c'est là, dans notre pays, c'est de la compétence du ministère du Plan avec l'Institut national des statistiques. Ils doivent faire leur travail. Il faut même des projections. Je crois que c'est sur base de ces projections que nous disons que nous sommes à 80 millions, Kinshasa à 15 millions, ainsi de suite. Ce sont des spéculations, ce sont des projections. Il y a le recensement administratif qui fait que pour te marier, tu vas aller à l'état civil. Mais c'est cet état civil qui doit te suivre, toi, qui t'a suivi quand tu es né, jusqu'au jour de ta mort, pour donner les documents qui permettent que les gens des cimetières reçoivent ton corps, qu'on le mette. Et c'est ça à ce qu'on a appelé, on lui a ajouté aujourd'hui, à cause de sa faiblesse, l'autre institution appelée ONIP, pour faire ces recensements. Mais avec les difficultés, quand on est venu de Sun City, on a ajouté un recensement électoral qui ne vient repérer que les gens qui ont l'âge de voter. C'est comme ça qu'on a donné ça à la CENI. Il faut mutualiser les 3 textes, chercher des raccourcis, l'appui technologique pour faire ça. Mais quand vous liez les recensements administratifs aux élections, alors que ce sont des institutions différentes, s'il n'y a pas les élections en 2023, on pose la question à la CENI.
S'il n'y a pas le recensement, on ne va pas poser la question à la CENI, on pose à l'ONIP. Donc, évitons de faire ces raccourcis-là. C'est ça qui nous complique les choses et le temps passe. Et donc, ça peut prendre, moi j'aimerais vraiment voir cet éclaircissement. Non, laissez-moi, moi je n'ai pas combien de temps? Parce qu'on parle, ça prendra 2 ans, 3 ans, oui, il y aura glissement, tout ça. Vous êtes expert en la matière, non, je profite de votre... Non, il y en a beaucoup d'experts. Non, vous en tant que rapporteur de la CENI, vous pouvez quand même dire quelque chose quant au recensement. Non. Parce que ça pose problème cette histoire. Attention, on nous suit. Il y a celui qui va nous prendre en cours. Et qui va en spéculer et il y a mort d'homme pour rien. Parce que c'est ça l'essentiel. Je vous ai dit qu'il n'y a jamais les attroupements à Pigeon ici ou à Gombe. Les attroupements, c'est à Tcham. Sainte-Thérèse, vous avez dit. Sainte-Thérèse, c'est dans les environs, c'est de ce côté-là. On prend une voiture ici, on va là-bas. On laisse les enfants ici de même âge, non? On laisse les femmes, on laisse les enfants, tout ici, et on va aller là-bas. Ne cherchons pas de problème. Mais c'est possible qu'on puisse avoir le recensement avant les élections. Simple. Moi, je suis longtemps, tu as commencé par là, non? Ici, il faut aller poser la question à l'ONU. Dans combien de temps, avec l'appui de la technologie, tu comptes donner un fichier d'état civil à la République démocratique du Congo? Ils sont outillés, ils sont dans les études, ils sont dans des contacts. Moi, je ne vais pas m'engager pour donner le temps. Je n'ai même pas échangé avec eux. C'est ce que je sais. Mais moi, je me dis, dans un pays normal, si les gens doivent chercher quelque chose, parce qu'on dit en français qu'il ne faut pas chercher le beurre et l'argent de beurre. Si tu n'as pas l'argent, va d'abord chercher l'argent. C'est quand tu as l'argent, tu commences à chercher le beurre. Maintenant, à ce moment-là, si ça arrivait, nous pouvons trouver même d'autres mécanismes, parce que nous sommes à notre 3e cycle électoral. Chaque province connaît que moi, j'ai autant de députés nationaux. Il connaît combien de sénateurs, ça c'est fixé 4. Nous avons amélioré, nous. Nous avons amélioré dans la mesure où nous avons maintenant donné le nombre de sièges pour chaque commune, pour chaque secteur et le groupement. Nous avons donné déjà. Les gens qui veulent la paix peuvent se mettre dans une salle, s'entendre et dire, bon, parce que nous manquons ceci, alors on a déjà maintenant les tableaux, parce que quand on fait le recensement électoral, c'est pour aboutir à la loi de répartition des sièges. Mais maintenant, on connaît. C'est quand vous touchez à un siège d'une province, vous dites, non, nous, de Sankourou, nous connaissons d'habitude que c'est 27 on sièges. Suppose. Non, on peut se baser sur ça, faire les élections. Mais nous n'allons pas entrer dans la spéculation. Ce n'est pas mon job actuellement. Je vous donne les conseils, je vous ai donné les idées. Quand vous voulez avoir les idées de combien de temps, allez chez le ministre de l'Intérieur avec son UNIP pour demander si vous faites le recensement administratif, ça nous prendra combien de temps. Vous allez sur l'avenue Triomphale, non pas Triomphale, de l'autre côté, Sende. Il y a l'Institut des statistiques là-bas et le ministre du plan est de l'autre côté. Ils vous disent quoi? Quand vous viendrez chez nous pour parler qu'est-ce que nous voulons, nous vous disons, nous, voilà ce que nous pouvons faire. C'est ça qui... Je suivis personnellement le président Corneille Nangaa lors de la présentation du rapport. Il a dit que l'organisation des élections, on parlait de l'élection 2023, ne sont pas conditionnées ou n'est pas conditionnée au recensement. Donc, on peut recenser la population dans son ensemble et puis organiser en même temps les élections en 2023. Voilà pourquoi je reviens à ma question. Pensez-vous que, parce que les élections seront organisées en 2023, comme stipule la Constitution, 5 ans, bien sûr, selon vous, recenser la population congolaise peut aller au-delà de 2023 ou avant 2023, puisqu'il s'agit des élections en 2023? C'est ce que je te dis. J'ai dit que c'est ça là, le problème, de vouloir lier les deux activités. On aurait fait le recensement en 2015. Parce qu'en 2015, en janvier, on a dit non, on fait le recensement pour les élections. Comment on va faire les élections en décembre 2016? On a laissé. Alors que cette institution peut faire son recensement. Et les autres se mettent de l'autre côté, trouvent leur solution pour organiser les élections en 2023. Mais c'est quand vous les liez à chaque fois, ça vous chauffe dans les mains, vous jetez, vous attendez. À la veille des autres, vous ressuscitez les problèmes. C'est ça que je vous ai expliqué, c'est que Nangaa dit qu'il ne faut pas chercher à les lier. C'est quand vous cherchez à les lier, alors que la loi ne les donne pas à une même compétence.
c'est le ministère de l'Intérieur avec l'ONIP qui organise les recensements. Laissez-les faire les recensements à leur vitesse. Si ça s'est terminé avant vos projections des élections de 23, vous les laissez continuer. Comme ça, vous avez terminé ce problème une fois pour toutes. Ça coûte très cher à la République. Prenez 400 millions divisé par 145 territoires et que vous donniez à chaque territoire 5 millions qui partent de Kinshasa ici, les mouroirs ici, vers les provinces. Mais le développement arrive dans les pays. C'est quand vous... Donc, je vous déconseille de vouloir toujours faire de vos petits calculs. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça en 2019? Aussitôt qu'on prêtait le serment le 24 janvier, il fallait examiner. Vous attendez, quand ça devient, vous voulez... C'est pour vous dire que les acteurs politiques congolais n'aiment pas les élections. Ils veulent les dialogues. Ils n'aiment pas les élections. Ils aiment négocier. Ils cherchent des raccourcis. Quelqu'un peut vous dire de bonne foi, comme je suis à la télévision, les élections. Mais quand ils quittent on nous laissez ce que j'avais dit là. Nous nous connaissons, nous avons parlé avec les uns et les autres. Donc, chercher jouer à l'Autriche, c'est ça le problème. Donc, ne cherchez pas tout le temps à conditionner. Les recensements, on dit oui. Maintenant, vous dites, mais ce recensement va bloquer les élections. Donc, non, ça vous faites mourir, vous, les gens de Tchangoula, pour rien. Alors, puisque vous avez parlé du rapport de la CENI, déroulement des élections 2018 jusqu'à ce jour, certainement le rapport a été déjà déposé depuis le bureau Mabunda, ça a été examiné puis mis en débat au bureau Mbosso. Comment avez-vous appris d'abord l'accueil des députés nationaux lorsque vous avez donné le rapport à ce dernier? Non, moi je vous dis toujours, il y a un petit problème. C'est le problème d'ignorance des textes. La loi organique de la CENI, à son article 28, dit que la CENI, qui jouit de l'autonomie financière et administrative, mais qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, doit chaque année déposer le rapport à l'Assemblée nationale. Ça, nous l'avons fait chaque année, 2013, parce que nous avons commencé en juin. Alors, le rapport allait de juin 2013 à mai, parce que c'était déposé lors de la session de mars. Donc, nous avons déposé chaque année, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. C'est lui que nous n'avons pas déposé maintenant, que nous avons mis frais de fonctionnement. C'est 2020-2021. L'article 52 vient compléter l'article 28. Dit que la CENI, à la fin d'un processus électoral où les référendaires déposent aussi les rapports. C'est ainsi que nous avions déposé les rapports qui partent de 2012 à la sortie de Ngoï Mulunda jusqu'à l'installation de l'alternance actuelle. OK? Nous avons déposé ces rapports-là. Quand nous le déposons, c'est-à-dire plus de 500 copies. Chaque député a ça dans sa maison. Donc, tout ce que je vous ai donné là. Donc, c'est un exercice normal qui devrait se faire sans trop de tapage. Mais parfois, on prend ce qui est administratif, on l'amène sur la rue et au marché. Et on en parle vaille-que-vaille sans que les gens maîtrisent le sujet. C'est ça. Donc, c'est un exercice normal. Nous déposons toujours des rapports. Et vous étiez satisfait de la... Vous étiez satisfait de la... Mais c'est notre produit, c'est à eux d'apprécier. Mais du moins, nous sommes allés vers eux. Oui. Nous avons présenté les rapports. Nous avons donné la lumière voulue, là où il y avait des zones d'ombre. Ils ont posé des questions. Si vous étiez dans la salle, le nombre des intervenants, si les 80 qui avaient demandé la parole, était arrivé à 59, je crois. Oui. Mais sur 50, c'était 58. 58, voilà, donc ma mémoire est encore bonne, malgré que je suis vieux. Maintenant, sur les 58, plus ou moins 52, on même demandé qu'on nous décore, que la République, ils ont reconnu la qualité du travail et le patrimoine que nous laissons. À ce stade, nous devrions nous battre pour qu'on reconnaisse que la machine à voter, qui n'est plus machine à voler, quoi, est un patrimoine congolais. On devrait avoir le brevet d'invention. Comme ça, même mort, on donne même 2 francs
mon petit-fils. Mais nous sommes dans les parables. Donc, nous avons présenté, ils ont suivi, ils ont demandé les explications. C'est de leur droit, l'article 100 de la Constitution, leur demande de nous contrôler, de contrôler les gouvernements, les entreprises. Et ils ont fait leur travail comme hommes d'État et ils ont apprécié la qualité et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Alors que toi, tu dis que tout le monde a contesté. 500 représentants légitimes. C'est comme ça qu'il disait là-bas. Reconnaissent que la qualité du travail était exceptionnelle. Au lieu que tu me félicites ici, tu me parles. Alors, Kalamba, Jean-Pierre, vous êtes rapporteur, je rappelle. Alors, avant, dernière question, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Les réformes tant sollicitées, les réformes électorales tant sollicitées au niveau interne qu'externe de la CENI, que pensez-vous de ces réformes de la CENI? Je te conseille d'abord de considérer que les réformes doivent être réclamées par l'extérieur. Ce sont les réformes des lois congolaises pour les Congolais avec les Congolais. Interne. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'extérieur? Toi, tu nous as déjà vu aller voir les réformes en Belgique ou aux États-Unis. Tu as vu que les élections dont vous parlez, quand Trump a refusé, dans la maison d'Abraham Lincoln, on a tiré des balles réelles. Donc, il faut faire attention. Les réformes entrent dans l'étape normale d'un cycle électoral. À la fin de chaque cycle, on évalue qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Ce qui n'a pas été bien fait, comment le corriger. C'est ça qu'on appelle les réformes. C'est pour cela même l'Assemblée a dit, non, venez d'abord présenter les rapports. Comme ça, vous comme ayant été à l'organisation, nous allons nous éclairer, nous allons lever les options. Mais sauf que ce soit le groupe de 13 parlementaires, avec les Thomas Lukondo, les autres, paix à son âme, que ce soit le groupe de 9 avec le professeur Mampouya, quand ils sont arrivés à la CENI, nous leur avons dit, donc vous avez mis les charrues avant le bœuf. La question que nous avons des réformes, après évaluation, nous l'avons mis dans les rapports. Nous vous disons, ici, il fallait corriger comme ça. Mais considérez que les réformes consistent à revoir la loi organique de la CENI pour remplacer les êtres vulnérables qu'on enterre sur 2 mètres tout au plus. Moi, avec ma taille, ça peut être 2 mètres et toi. Sinon, les autres, c'est 1 mètre 70, 1 mètre 30. Que changer la loi électorale, c'est ça des réformes, non. Pour faire de bonnes réformes, il faut plus ou moins 12 lois, y compris la Constitution. Parce que l'article 14 de la Constitution vous parle de parité. Mais quand on fait tout ce que nous faisons, la parité n'est pas là. Il faut peut-être y toucher. Quand vous parlez de 2 tours de l'élection présidentielle, vous devez vous dire que vous devez toucher la Constitution. Ce n'est pas la loi organique de la CENI. Vous devez toucher la loi portant, la loi sur la création et le fonctionnement des partis politiques. Parce qu'il est anormal que nous soyons déjà maintenant, je crois, au-delà de 650 partis politiques. Est-ce que nous avons 650 idéologies? Il faut voir la loi sur la décentralisation. Parce que ce qui se passe, quand vous regardez, comment voulez-vous qu'un gouverneur et le vice-gouverneur puissent travailler dès qu'on émet les vice-gouverneurs, le vice-gouverneur ignore que lui aussi tombe. Il fait, il devient adversaire. Comment il travaillait? Donc, vous constituez, il faut retoucher à tout. Il faut aller à l'identification des individus. Il faut la nationalité. Il faut beaucoup de... Donc, c'est toute une procédure. Toute une procédure d'où il faut tirer d'abord, se mettre calmement avec une cellule qui réfléchit. On lève les grandes options de ce qu'on veut faire. Ce n'est pas la parité. Actuellement, il y a ce qu'on appelle dépolitiser la CENI. Est-ce que vous voyez que ça n'a pas été dans les lois passées? Donc, il faut qu'on se mette. Mais nous ne critiquons pas, on ne sait jamais. Tout chemin mène à Rome. On peut commencer par ça. Pour que ceux qui viennent puissent endosser ce qui va se faire et pouvoir gérer. Mais il faut reprendre d'abord les grandes lignes, les grandes options et attaquer tout ce qu'il y a calmement, sans passion. Et ça, courir contre l'État. Oh non, maintenant, nous faisons ça. Mais 2023, terminer quelque chose pour passer à l'autre. De ceci, à un moment donné, vous tirez des conclusions. Non, avec ceci, c'est pour 2023. Alors donc, allons à Tchang. Vous allez à Tchang. C'est votre stratégie. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Une dernière question pour terminer avec vous. À 64 ans et 9 mois que vous avez, qu'est-ce que vous, Jean-Pierre Kalamba,
vous restez, qu'est-ce que vous allez encore faire une fois que vous n'êtes plus dans le bureau de la CENI? Je n'étais pas venu de la CENI tomber du ciel. J'ai fait de mon école primaire. Non, il y avait l'école des anges, comme on appelait chez nous. L'école gardienne ici, on appelait les écoles des anges. Et jusqu'à l'université, je suis passé par l'enseignement. J'ai donné cours à l'Athénée de Katuba et de Kenya à Lubumbashi. C'est également enseignant, tout ça. J'ai enseignant. Député national. Je suis un agent des chemins de fer du Congo. Je vais aller récupérer ma pension là-bas. Et il faut aussi quitter la politique, non? Est-ce qu'on doit nécessairement rester la politique? On doit aller faire les champs pour donner à des jeunes qui sont en ville de quoi manger. Et on va voir. L'avenir n'appartient à personne. Mais la logique élémentaire est que je n'étais pas venu du néant. Je suis le produit d'un travail de l'école, des chemins de fer, de l'enseignement. Et je peux aller faire aussi l'agriculture, pourquoi pas. Comme ça, j'aurais parcouru tout. J'ai été secrétaire sportif. Je connais un peu de petites choses. Je peux aller me débrouiller là-dedans. Après tout, avant moi, il y a ceux qui sont partis. Est-ce qu'ils sont revenus à la CENI? Très peu, ils sont là, je les rejoins. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Et... Conscience tranquille, après organisation des élections. Voilà, conscience tranquille. Plus que tranquille. Parce que, souvenez-vous, entre 2016 et 2018, très peu de gens voulaient rester à Kin. Certains avaient déjà des visas. Nous nous sommes bâtis. Nous avons aussi prié Dieu, nous sommes des chrétiens, pour que le Congo reste Congo. Et je suis fier. Parce que la finalité des élections, ce n'est pas les élections parfaites. Vous en avez vécu le cas des États-Unis après 247, 248 ans d'indépendance. Dès qu'un individu a douté, les gens sont morts. Donc, l'essentiel, quand nous faisons tout ce que nous faisons, même vous à la radio, quand vous parlez, ayez toujours en tête que le plus important, c'est le Congo. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Kalamba. Je rappelle que vous êtes rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un grand plaisir en tout cas de vous recevoir pour avoir de plus amples explications, éclairages par rapport au questionnement de la population. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Nous vous remercions, nous vous encourageons à chercher ceci. Et un conseil, quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de ce dont il parle, ne le recevez pas. Parce qu'il va semer la cisaille. Il faut qu'on parle de textes. Je ne dirais pas pièce contre pièce, mais je dirais qu'on ait les textes pour parler de ce dont on maîtrise. Et ça éclaire l'opinion. C'est ça l'objectif. Mais pas pour se faire plaisir, tout en sachant que ce qu'on dit n'est pas de la conviction intime. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Rencontre d'État, votre espace qui vous est offert. Question de vous exprimer librement, sans embâche, sans complaisance ni parti pris. C'était un grand plaisir de recevoir le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez branchés sur votre chaîne 10e rue Télévision. Le programme continue. Au revoir et à la prochaine.